Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour merci à l'IREMO pour cette invitation à venir parler ce soir de notre livre. Donc, vous avez un exemplaire ici, le gouvernement des Kurdes, gouvernement partisan et ordres sociaux alternatifs. Voilà. C'est un ouvrage dont je vais vous dire quelques mots et ensuite je passerai la parole à mes co-auteurs. Donc, comme vous l'avez compris, c'est un ouvrage collectif, c'est-à-dire que c'est un ouvrage qui est né d'une série de séminaires, de rencontres, alors de manière souvent très informelle d'ailleurs, puisque ça se faisait en mangeant ou en prenant un verre, etc. Et au cours des années, puisqu'en fait c'est un processus qui a duré assez longtemps, on a trouvé une question qui nous intéressait tous et qui n'était pas véritablement traitée par nos collègues, et qui était celle du gouvernement des Kurdes. C'est-à-dire que depuis la grande rupture des années 90, c'est-à-dire la guerre Koweït-Irak, et puis, enfin, surtout l'invasion du Koweït par l'Irak, et puis les interventions américaines, on a eu ce phénomène historiquement inédit qui est que les Kurdes ont gouverné des Kurdes. D'ailleurs, pas que des Kurdes, on en parlera. Les Kurdes ont donc gouverné, ils ont été en charge, et donc on s'est posé la question de savoir comment ça se passe, comment ça s'est passé depuis maintenant une génération dans certains endroits, comment est-ce que qu'est-ce qu'on peut dire comme observateur de ces situations. Et donc on a réuni progressivement une équipe. Donc vous verrez le livre, il y a 13 textes différents. Quelque part, le ticket d'entrée, c'était d'avoir fait du terrain, d'avoir vu directement, fait des enquêtes in situ, et d'avoir pu donc apprécier ce que c'était que ce gouvernement des Kurdes en Syrie, en Irak, en Turquie. Voilà. Et j'allais dire le premier bénéfice de ce livre, et qui continue, c'est d'avoir créé un réseau de chercheurs sur ces questions-là, qui continuent en fait à fonctionner, et qui, j'espère, donnera d'autres productions. Et là, dans un premier temps, mon camarade Hardimed s'est chargé de l'organisation d'un colloque autour du gouvernement kurde, qui aura lieu le 28 et 29 novembre au Centre irlandais. Donc, vous êtes tous les bienvenus. Voilà, pour faire un peu de publicité. Alors, je vais vous dire encore un mot de la structure même du livre, que vous ayez un peu une idée de la thématique qui est abordée. L'idée qui est assez vite ressortie de nos conversations, qui structure un peu l'ensemble du livre, c'est que ce sont les partis politiques kurdes qui sont au cœur du gouvernement des Kurdes, en fait. Et on voit là qu'il y a une spécificité par rapport à d'autres régions où il y a des guerres civiles, des conflits. C'est que dans l'espace kurde, les partis politiques ont une histoire longue, souvent des décennies. Ils ont des structures partisanes extrêmement fortes. Et on voit là qu'on est très très loin de l'image d'Épinal, des Kurdes tribaux, un peu dans la montagne, avec les fusils Lee-Enfield. On est dans une forme de modernité très forte, de gouvernement partisan, d'ordre partisan, c'est-à-dire que ce sont les grands partis. On pense au PDK, on pense à l'UPK, bien sûr, on pense au PKK, PYD, enfin toutes les formations dérivées, et ce sont ces structures partisanes qui sont véritablement au cœur de la gouvernementalité kurde. Alors donc, la première partie du livre est une étude de ces partis politiques. Alors, une étude du PDK, une étude du PKK, des modalités plus ou moins révolutionnaires, l'insertion dans le milieu social, et aussi la question du genre qui permet en fait de parler des mouvements kurdes de façon plus transversale. La deuxième partie du livre est organisée autour de véritablement de la gouvernementalité, c'est-à-dire comment les partis kurdes organisent la société. Et là, on a des études, notamment une étude qui est quasiment ethnographique, avec une très fine connaissance du terrain, comment le PDK organise au sein du KRG, donc
la région kurde autonome du nord de l'Irak, comment le PDK organise la société. C'est donc Hardy Med qui s'en est chargé. On a aussi une étude qui est plus sur le Rojava, hein, qui là prend en compte cette situation un peu particulière où le mouvement kurde est amené à gérer des populations dans le nord syrien, dans l'est syrien, à partir d'une conjonction historique très particulière, c'est-à-dire les opérations des Américains contre l'État islamique et la nécessité pour les Américains d'avoir un relais local. On a ensuite deux études qui sont plus tournées sur la Turquie, une étude sur le champ culturel kurde et une étude sur la tentative d'avoir un champ économique, disons, une organisation de l'économie parallèle en Turquie dans les régions kurdes. Dans ce dernier cas, on a plutôt un échec. La partie 3 est consacrée à une question finalement qui est venue dans la conversation, qui nous intriguait beaucoup, c'était la façon dont les partis kurdes géraient les populations non kurdes. Et là, il y a deux cas qui se distinguent, notamment celui de l'Irak, avec l'article d'Arthur Kenney, qui est ici, à ma droite, enfin mon extrême droite pour une fois. Et Arthur donc a fait cette étude de Kirkouk et a montré comment le parti kurde en charge de Kirkouk a géré les relations multicommunautaires en imposant de fait une suprématie kurde aux populations qui étaient des populations arabes et en rompant donc avec des équilibres sociaux qui existaient auparavant, notamment une bourgeoisie de Kirkouk qui fonctionnait sur des relatives indifférenciations identitaires. Ensuite, la dernière partie, c'est sur l'effet de ces mutations dans le gouvernement kurde, de cette apparition de statelets, si vous voulez, ou d'ordres sociaux indépendants dominés par des Kurdes, sur les équilibres régionaux, sur notamment un pays comme la Turquie. Comment la Turquie a réagi, comment elle a redéfini sa politique extérieure, comment finalement elle s'est progressivement affirmée comme puissance régionale, à la fois dans le nord de l'Irak et aussi dans le nord de la Syrie, donc avec un programme qui, sans être évidemment annexionniste au sens propre, est un programme d'influence régionale extrêmement fort. Et dernier article qui est sur la question du développement de liens transfrontaliers entre le Kurdistan de Turquie et le Kurdistan de Syrie et d'Irak, où là on voit comment les tentatives pour créer un espace kurde transfrontalier se sont heurtées à des logiques étatiques et finalement on est plutôt dans une situation d'échec. Voilà donc en termes très rapides quelques-uns des thèmes, en tout cas l'organisation de l'ouvrage et quelques-uns des thèmes qui sont développés. Ce que j'aimerais dire en conclusion peut-être, c'est que ces thématiques très souvent n'avaient pas été ou rarement été abordées. Donc on a l'impression, j'espère à raison, d'avoir véritablement apporté quelque chose aux études kurdes et au-delà à ce phénomène très particulier des gouvernements qui ne sont pas des gouvernements étatiques, qui sont des situations particulières où en fait, en dehors d'un gouvernement, on a un gouvernement des populations sans État reconnu et donc au moins pour quelque temps l'émergence d'une souveraineté divisée au sein des États, dans ce cas précis au sein des États du Moyen-Orient. Alors, je vais passer maintenant la parole à Hardy Med, qui va nous expliquer plus précisément ce qu'il a cherché à démontrer dans l'article de ce livre collectif, dans son article. Et je te passe la parole, Hardy. Merci Gilles, cette introduction. Alors moi, j'ai écrit 2 chapitres dans ce livre collectif. Le premier sur le PDK, intitulé « Le Parti démocratique du Kurdistan, un parti patrimonial »,
les dispositifs de reproduction d'un militantisme intergénérationnel au sein du PDK. Alors, le deuxième, c'est plutôt sur l'ordre social au cœur du Sahel irakien, mais là, je vais vraiment vous présenter plutôt très rapidement, en 5 minutes, l'article que j'ai écrit sur le PDK. Pour vous laisser plutôt le temps à la discussion dans la salle. En 2017, lorsque j'ai commencé à mener cette enquête sur le PDK, la Partie démocratique du Kurdistan, alors je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des connaissances parfois vraiment superficielles ou au pire partielles sur ce parti. Le parti souvent a été présenté comme un parti tribal, clanique, etc. Et voilà, plutôt des connaissances en fait produites par les médias. Et ceux qui s'étaient intéressés jusqu'aux années 90, un certain nombre de chercheurs étrangers ou d'autres, n'avaient pas du tout adopté une approche microsociologique des phénomènes politiques. Donc, c'était plutôt intéressé aux rivalités des chefs ou aux chefs politiques, à leur rationalité, à leurs actions, etc. Donc, les travaux étaient plutôt centrés sur l'action et la rivalité des chefs politiques. Et en question, si vous voulez, cette vision trahissait aussi une vision économiste, c'est-à-dire que centrée sur la rationalité des individus, leur rivalité, etc. Et tout ce qui concerne le militantisme, le milieu partisan, les partis politiques ou l'ancrage anthropologique des partis politiques était complètement ignoré, voire négligé dans ces travaux. Et donc, c'est vraiment la première fois. Donc, cette enquête m'a permis de montrer à la fois l'ancrage anthropologique, l'ancrage social du PDK et son fonctionnement, son organisation, la manière dont ce parti entretient ses militants, génère et rémunère le militantisme, etc. Et donc, pour ce travail, cette enquête, déjà, en fait, si vous voulez, depuis 2005, moi, je travaille sur le Kurdistan irakien, et quand on travaille sur le terrain kurde, on rencontre inévitablement la partie politique, parce que c'est l'acteur central sur le terrain, mais j'avais pas travaillé précisément sur le parti, j'avais pas mal travaillé sur le Parlement, sur d'autres objets, mais je rencontrais à ce sujet, la partie politique. Donc, j'avais déjà, si vous voulez, pas mal de connaissances sur la partie, mais donc ces connaissances ont été mises à jour en 2017 à travers une enquête que j'ai menée pendant 2 mois, en fait, un mois d'avril et mai 2017. Et donc, j'ai fait à peu près 60 entretiens enregistrés formels, à peu près avec 20 entretiens informels. Et puis aussi beaucoup d'observations au sein de 2 fédérations sur lesquelles j'ai travaillé. La fédération 2, qui se trouve dans la chef-lieu d'Arbil. C'est vraiment la fédération la plus importante du parti, qui se trouve dans la capitale de la région du Kurdistan irakien. Et l'autre fédération, plutôt la fédération 19, parce que les fédérations, en fait, sont numérotées. Donc la fédération 2 dans la capitale et l'autre 19, qui se trouve plutôt à l'échelle locale, à Tchamchaman, dans la zone d'influence de l'UPAC. Alors donc, pour comprendre le fonctionnement du PDK et l'action militante, et puis aussi comment le parti, enfin les logiques de reproduction du parti à la fois à l'échelle intermédiaire et à l'échelle locale, l'investissement militant, l'entretien des militants, la fidélisation, comment le parti fidélise les militants, etc. Alors j'ai opté pour, si vous voulez, enfin j'ai fait une étude comparative. Donc je prends la fédération 2 dans la capitale, c'est-à-dire dans la zone d'influence du PDK. C'est vraiment là, c'est-à-dire là où le PDK contrôle la géopolitique, les institutions, les ressources symboliques, financières, etc. Donc la partie est extrêmement riche, il a accès à des ressources très importantes, financières, symboliques, pour générer et rémunérer le militantisme. Par contre, de l'autre côté, la fédération 19 se trouve dans la zone d'influence de l'UPACA, c'est-à-dire que c'est là où le PDK, en fait, les ressources collectives et le label du PDK sont très faibles. Donc, le parti n'a pas de ressources pour inciter le militantisme.
Et donc, cette étude, en fait, m'a permis de voir comment, le parti essaye d'inciter les militants. Et là où il y a un tarissement de ressources, il y a une pénurie de ressources. Alors, comment les cadres locaux essayent de faire face à cette pénurie, parce que, notamment dans la zone de défense du Pagas, c'est-à-dire à Souleymanie, dans cette région. Voilà, donc l'enquête portait donc ces questionnements. Donc l'article divisé en trois parties. Dans la première partie, la première partie est consacrée à l'organisation du PDK. Donc là, il y a effectivement une logique de reproduction du parti. C'est le parti familial. Donc la famille de Barzani. Grâce à une accumulation de ressources, d'abord dans la résistance, dans la maquille, et puis par la suite, le contrôle des ressources financières et institutionnelles, ils ont réussi à contrôler le parti, mais aussi la scène politique régionale. Mais aussi, c'est un parti, en fait, à toutes les échelles, on voit, il y a une logique familiale. C'est vraiment la famille, il y a si vous voulez, un engagement au sein du PDK, l'engagement, c'est un engagement familial, intergénérationnel. On est là depuis des générations, et cela, ça ressort très bien dans les entretiens aussi. À chaque fois, les militants, ils parlent de l'engagement de son père, de son grand-père, etc. Donc, on comprend tout de suite que voilà, la maîtrise du militantisme, c'est la famille. Et donc, il y avait d'où, si vous voulez, ce que j'ai remarqué au sein du parti, il y a d'où dynamique à la tête du parti, il y a une reproduction familiale du pouvoir. Donc, il y a la famille de Barzani qui contrôle le parti, et donc c'est la famille aussi qui fournit au parti le leadership. Donc, au sein du bureau politique du comité central, il n'y a pratiquement pas de conflit autour du leadership, parce que tout le monde a intériorisé de toute façon. On le sait que c'est la famille qui fournit le leadership, et donc cela en fait contribue à pacifier les rapports, je dirais, politiques entre les membres du bureau politique et du comité central, parce que de toute façon, c'est pas la peine de se mettre dans une compétition pour le leadership. Le leadership, il est confisqué par la famille, c'est la famille qui et donc, à cette logique de reproduction familiale, répond aussi à une autre logique de transmission de militantisme. C'est-à-dire que vous avez aussi des familles, à l'échelle locale, à l'échelle intermédiaire, c'est les familles qui produisent la militantisme. La famille, c'est à la fois c'est un vecteur de socialisation, parce qu'il y a un récit dans la famille, le grand-père, le père qui ont participé dans la maquille autour de Barzani, et donc il y a le discours sur récit, il est très très présent. Il y a une socialisation familiale, et donc la famille produit un militant. Donc en quelque sorte, si vous voulez, je peux vous dire, on n'est pas d'accord, on ne le devient pas. Enfin, c'est ça, c'est-à-dire qu'on devient dans la famille déjà très attachée au parti, et donc dès l'enfance, on est, on vient dans cette famille très militant, politisée, etc. Mais ce qui était important, c'est que au niveau central, vous avez la famille de Barzani, puis la famille des anciens combattants, qui contrôlent les organes, le bureau politique, les organes centraux, et donc les membres de ces familles ne se voient jamais rétrogradés, et ça ne tombe jamais dans la hiérarchie. C'est toujours eux qui contrôlent la hiérarchie. Il y a une reproduction familiale au niveau central. Et donc, l'accès des familles, plutôt au niveau local, intermédiaire, ils n'ont jamais accès, rarement aux organes centraux. Mais voilà, il y a une coexistence au sein du parti, donc il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'est un peu, si vous voulez, sur l'organisation interne du parti, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais voilà, je vais un peu aller plus vite. Et maintenant, la deuxième partie, c'était consacré au ressort d'investissement. Comment on s'investit au sein du parti? Souvent, en fait, on part du l'idée. Souvent, j'entends dire que le PDK, génère le militantisme grâce aux ressources financières. C'est un parti qui a mis un système clientèlaire, etc., etc. Oui, tout à fait, c'est tout à fait vrai. On voit ça très bien à Erbil, c'est là où le parti contrôle les institutions, contrôle l'administration, contrôle les ressources internes, etc. Donc, ça permet du parti de générer effectivement le militantisme. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les ressources financières qui permettent de générer le militantisme, il y a aussi d'autres considérations, notamment
le facteur familial, la martyrologie, hein, les martyrs, le fait de devenir d'une famille martyr, donc voilà, on est en au sein du parti, donc c'est et puis le fait de devenir une famille de résistants parce que le papa, le grand-père s'est engagé au sein du parti, donc je reste au sein du parti, je ne veux pas faire la défiction, mais malgré que j'ai pas accès à un emploi, notamment dans la zone d'influence du PACA, je n'ai pas un salaire, etc. Moi, je reste parce que quand même l'engagement c'est familial. Si j'ai fait la défiction, parce que si j'ai fait la défiction, bah c'est en quelque sorte je rentre aussi avec la famille parce que le papa est engagé, le grand-père est engagé, donc je reste. Donc, en fait, ce que j'ai remarqué dans la Fédération 19 à Saint-Thomas, c'est que l'effectif de parti, malgré la pénurie de ressources, l'effectivité est stable. Il n'y a pas eu beaucoup d'effections. Pourtant, le parti n'a pas de ressources. Ne contrôle pas le jeu politique, ne contrôle pas l'administration, mais l'effectivité stable. Et donc, j'essaie de comprendre comment les cadres politiques à l'échelle locale, comment ils essaient de maintenir l'effectif et fidéliser les militants. Et donc, ils ont mis en place un certain nombre de dispositifs, des dispositifs très importants. Donc, voilà, par exemple, la proximité, le cadre, le chef il est très proche de ses membres, de ses membres, avec ses membres, les militants organisent des pique-niques, la sortie, etc. Mais aussi, on a organisé un espace interne de prise de parole, donc on prend la parole au sein du parti, où on critique, etc. Mais c'est en fait un espace de prise de parole qui fonctionne sur la mode de l'exutoire. En fait, c'est un façon, on est là, donc on essaie de se vider, on critique, etc. Mais bon, voilà, on s'arrête là. Mais aussi, il y a d'autres dispositifs, par exemple, la visite, on visite aux familles de martyrs, aux familles, on visite aux malades, etc. Donc, on est là, le cadre, le chef de la section locale, c'est de faire tout pour que les militants restent en activité, qu'ils méditent, etc. Mais aussi, il y a toujours, bien sûr, des promesses. Hein. On dit toujours aux militants, écoutez, c'est vrai qu'on est exclu maintenant, on n'a pas accès à telle ou telle ressource, etc. Mais ça va venir, etc. Je vais finir peut-être avec la dernière partie de cet article, c'est dans cette partie, j'essaie de montrer comment le parti essaie de contrôler la société, enfin plutôt s'insérer dans la société. Quels sont les dispositifs qui lui permettent de s'insérer dans la société? Alors d'abord, à Erbil, j'ai remarqué que la Fédération d'Où a disposé de 20 sections, 10 sections dites géographiques, hein, chaque section contrôle un quartier, mais aussi on a des sections professionnelles. Donc, chaque section professionnelle organise un corps professionnel. C'est-à-dire, pour les enseignants, on a une section professionnelle. Pour les ingénieurs, on a une section professionnelle. Pour les médecins, etc., etc. Mais chaque section géographique du site qui contrôle les quartiers, il est censé aussi contrôler, en fait, les corps de métier, les artisanats, c'est-à-dire les menuisiers, les forgerons, les sportifs, etc., les boutiquiers, etc. Pour chaque corps, on crée un conseil. Hein, donc, le conseil permet donc au parti de contrôler ces professionnels, ces artisanats. Et voilà, ça c'est l'un des dispositifs qui est extrêmement important, qui permet donc de contrôler l'administration, parce qu'en fait le parti du coup il dispose d'une dizaine de sections professionnelles qui lui permet de contrôler l'administration, et aussi ça permet au cadre d'avoir un rôle d'intercesseur. C'est-à-dire que moi, quand j'étais à Erbil, le membre du comité exécutif de la fédération était d'une manière de matin jusqu'à soir, il était sollicité par des usagers. Les usagers, ils voulaient à la fédération pour dire, voilà, moi j'ai un dossier à la mairie, à ce moment-là, ça avance pas, voilà, je suis venu pour tout. Voilà. Donc tout de suite, le chef devant moi, il prenait le téléphone, il téléphonait parce que ils ont des cadres partout dans l'administration et tout de suite, donc on fait avancer le dossier. Là, il y a un problème, tout de suite, on donne suite à telle ou telle sollicitation des usagers, etc. Et donc c'est vraiment un dispositif important pour le parti, hein, ces sections professionnelles qui permet de contrôler donc l'administration et en même temps aussi répondre aux besoins des militants. Et aussi, il y a d'autres dispositifs, bien sûr, notamment au niveau de quartier, le parti, vous avez le Mortar. Le Mortar, c'est
C'est un fonctionnaire qui a été légué par l'Empire ottoman, hein, qui existe dans le monde arabe, mais aussi en Turquie. C'est un agent qui contrôle le quartier, qui a un savoir local extrêmement fin du quartier, et donc la partie, et tous sont tous pratiquement cadres du parti. Et donc, la section locale s'appuie aussi sur la Mourta pour contrôler le quartier, hein, c'est-à-dire, quand je me suis entretenu avec le chef de la section, il me disait, grâce au Mourta, on sait très bien combien il y a de nouveau-nés, combien ils sont morts, combien de personnes sont décédées cette semaine, combien de personnes sont venues s'installer dans le quartier, combien de personnes ont quitté le quartier, etc., etc. Donc voilà, voilà, il y a un certain nombre de dispositifs mis en œuvre par le parti, hein, pour contrôler à la fois le quartier et aussi l'administration, etc., etc. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Merci, merci. Je vais maintenant passer la parole à Olivier Grosjean. Donc, Olivier. Merci. Merci Gilles, merci pour vos interventions. Ouais, je voulais revenir d'abord sur ce que tu disais, Gilles, en introduction, et notamment cette idée que, ben oui, ce bouquin répondait vraiment à un manque, notamment parce que, oui, jusqu'à présent, on avait beaucoup étudié les Kurdes sous l'angle des mouvements sociaux ou des mouvements politiques, et peu finalement sur les questions de gouvernement. Et c'est aussi empiriquement enfin c'est aussi pour des raisons empiriques en fait. Hein. Mais moi par exemple ça fait presque plus de 20 ans que je travaille sur le PKK. Et donc j'ai écrit effectivement dans le livre un chapitre sur le PKK et il a fallu attendre 2014. C'était Arthur Kenney qui nous avait invité à une journée d'études à Erbil au Kurdistan irakien pour que j'aille là-bas et que j'aille visiter avec Yohanan Benaïm, qui est aussi un contributeur de cet ouvrage, le camp de Marmour, hein, un camp de réfugiés qui est contrôlé par le PKK, alors plus maintenant, depuis quelques jours, mais pendant de 1994 à aujourd'hui, il a été contrôlé par le PKK. Et donc, c'est vrai que ça m'a un peu ouvert les yeux sur mais en fait, il gouverne aussi des populations. Et à partir de là, j'ai plutôt essayé de refaire un peu la genèse de ce gouvernement des populations en me rendant compte qu'il gouvernait des populations depuis très longtemps, en fait. Et que je le savais, mais j'avais jamais pris cette idée-là comme un angle de recherche particulier. Donc, et d'autant plus que le PKK gouverne des espaces, mais très nombreux et dans différents contextes. Donc là, c'est peut-être ça que je peux un petit peu développer. Alors oui, en 2014, on est juste avant l'invasion de l'État islamique. D'ailleurs, je crois que la journée d'études s'est finie quelques jours avant la prise de Kirkouk et de Marmour, d'ailleurs. De Mossoul. De Mossoul et de Marmour d'ailleurs. Et donc, les 2 ans avant, en fait, hein, le PKK, via le PYD, avait pris le contrôle des régions kurdes de Syrie. Et c'était aussi à ce moment-là que se mettaient en place des politiques publiques. Enfin, c'est pas des politiques publiques au sens d'un État, mais en fait, c'est très similaire. Ce qui a permis en fait un renouvellement des réflexions sur ces mouvements kurdes. Et d'ailleurs, en quelque sorte, on est passé d'une sociologie des mouvements sociaux que tout le monde utilisait peu ou prou auparavant à des études qui utilisent aussi la sociologie de l'action publique en fait. La sociologie des politiques publiques, qui étudie les instruments de l'action publique. Ça, c'est effectivement une nouveauté, hein, qui répond aussi à des considérations empiriques. Alors donc les espaces qui préexistaient au gouvernement des Kurdes au Rojava et à partir de 2012, c'était, il y en avait plusieurs. Donc il y avait au départ les régions kurdes de Turquie qui pouvaient être parfois semi-libérées par la guérilla. Ces régions kurdes de Turquie ne pouvaient pas remettre en cause totalement la souveraineté de l'État turc, mais permettaient au parti de commencer à imaginer des dispositifs visant à mobiliser la population, parfois à rendre la justice, à instaurer
un service militaire obligatoire, même si ça n'a pas trop bien marché. Donc ça, c'est les régions kurdes de Turquie dans les zones semi-libérées. On a aussi l'Europe, en fait. Tout le territoire européen, tout le territoire européen est quadrillé par des associations pro-PKK qui vont pouvoir, elles aussi, mobiliser la population, mais aussi, instaurer un certain contrôle, développer certaines normes et certaines valeurs. Et donc, d'une certaine manière, on est dans une forme de gouvernementalité, c'est-à-dire une conduite des conduites dans un espace qui n'est pas contrôlé souverainement par le PKK, évidemment, puisque ce sont les lois des pays européens qui s'appliquent ici. Donc on a ça, on a aussi évidemment les prisons turques, parce que en Turquie il y a une singularité, c'est que l'ordre carcéral est délégué aux organisations politiques, et donc depuis les années 50-60, en fait depuis les années 60, mais surtout après depuis les années 80 et encore plus pour le mouvement kurde des années 90, eh bien les prisons ont été aussi des centres de formation, des centres d'éducation. Et donc, dans ce cas-là, on avait, et puis des lieux où pouvaient s'innover des modes d'organisation. Et donc, ce sont des expériences, en fait, qui, selon moi, ont pu permettre aussi d'imaginer une gouvernementalité alternative dans le nord-est syrien, au Rojava, et puis dans les régions arabes contrôlées par le PYD. Dernier espace, en fait, qui me semblait important, ce sont justement les camps de réfugiés kurdes. Et en fait, il y en a deux. Il y en a un qui, comme je vous le disais, est Marmour et était contrôlé depuis 1994 par le PKK. C'est quand même 10 000 personnes qui sont des réfugiés, pas en transit, mais plutôt des réfugiés définitifs, quoi. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas rentrer chez eux. Même s'il y a eu des tentatives de la Turquie de faire rentrer, parce que ce sont donc des Kurdes de Turquie qui sont réfugiés au Kurdistan irakien. Et puis, il y a un autre camp qui vient de fermer, lui aussi, parce que là, on sent un resserrement en fait assez répressif autour du PKK actuellement. Un autre camp qui est le camp de Lavrio, qui est situé à 45 km au sud d'Athènes, donc là, on est en Europe, et qui est un camp de transit où, depuis 2007, alors c'est un camp qui est super vieux, qui date de la guerre froide, où les dissidents soviétiques pouvaient arriver jusque dans les années 70. Mais à partir des années 80, ce sont surtout des réfugiés kurdes et turcs, enfin des réfugiés kurdes de Turquie et des réfugiés turcs qui viennent dans ce camp. Et à partir de 87, le PKK va prendre le contrôle du camp. En accord avec le gouvernement grec, qui lui aussi, parce qu'il est en conflit avec la Turquie, etc., trouve là un moyen finalement de déléguer une certaine forme de conflictualité, de mobilisation et tout ça au PKK. Et là encore, à Lavrio, vont se mettre en place des dispositifs, des instruments particuliers qui sont assez intéressants et qui permettent de mieux comprendre en fait comment s'est développé ensuite le confédéralisme démocratique au Rojava, en Turquie aussi un peu dans les années 2000, même si depuis 2015, c'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionne plus, presque plus, mais ça fonctionne toujours effectivement dans les régions kurdes de Syrie. Et donc, il m'a semblé que observer un petit peu comment ça se passait dans tous ces espaces-là permettait aussi de mieux comprendre bien comment s'était mise en place cette gouvernementalité au Rojava. Alors, dans le papier, puis je vais pas trop aller plus loin, mais dans le papier, j'ai pas voulu étudier précisément certaines politiques publiques. On aurait pu faire ce choix-là, dire je vais étudier les politiques économiques du parti, les politiques de redistribution, sa politique d'égalité homme-femme, sa politique en matière d'écologie. Ces politiques, qu'est-ce que j'ai pas dit, ces politiques d'éducation justement, qui sont extrêmement importantes aussi, et puis qui sont assez centrales finalement dans l'idéologie du parti. Donc j'ai pas fait le choix. Alors je l'avais étudié dans un ouvrage précédent, dans la Révolution kurde, j'avais étudié quelques politiques publiques, mais dans cet ouvrage-là et dans ce chapitre, j'ai plutôt cherché à étudier les instruments d'action publique en fait. Les instruments de l'action publique, c'est-à-dire comment ils font, comment ça se passe. Et donc j'ai repéré deux matrices. Alors ce que j'appelle matrice, c'est moi qui l'ai appelé comme ça. Je sais pas si ça se justifie vraiment, mais c'est deux matrices de gouvernement. Deux matrices de gouvernement. Alors je les appelle matrices parce qu'en fait elles ont une historicité qui est aussi indépendante du parti. Les deux matrices, en fait, c'est quoi? C'est la clandestinité et le secret, d'une part, et c'est l'encampement.
pour reprendre le terme de Michel Agier, qui est un anthropologue qui a beaucoup travaillé sur les camps de réfugiés, l'encampement qui est aussi une forme ou un dispositif de gouvernement au sein de cette mouvance PKK. La clandestinité, en fait, elle se met en place très rapidement dans les années 70, c'est-à-dire que contrairement à d'autres mouvements kurdes de Turquie, ou même on peut comparer ça aussi d'ailleurs à des organisations révolutionnaires en Europe. En Europe, la fraction armée rouge, elle passe par des militants clandestins professionnels. Alors que par contre, les cellules révolutionnaires, les Revolutionäre, eh bien elles vont inciter leurs militants à continuer à avoir un travail et donc à ne pas se couper de la société. Donc là, on a déjà quelque chose, une distinction qui s'opère et qui va conduire à ce que le modèle du révolutionnaire professionnel soit au sein du PKK le truc un peu dominant. Parce que il y a cette idée d'avant-garde révolutionnaire, de militantisme à vie et à 100%. Le militant s'engage à fond dans la révolution. Donc voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver partout. C'est les cadres du PKK qu'on va retrouver dans les camps, qu'on va retrouver en Europe, qu'on va retrouver en Turquie, dans les villes et dans les régions kurdes semi-libérées, qu'on va retrouver qu'on va retrouver aussi au Rojava. Donc à partir de 2012, quand ils vont prendre le contrôle de la région. Donc ça c'est la première matrice, et je l'appelle matrice parce que justement elle fait référence en fait à tout un tas de modèles révolutionnaires qui sont soutenus en fait par des tas d'organisations de gauche le plus souvent à la même époque. La deuxième matrice, et je finirai par ça, la deuxième matrice, la matrice de l'encampement, elle me semble davantage liée en fait à plusieurs choses. Alors, encampement pour moi, ça veut dire camp de réfugiés, c'est vrai, mais ça veut dire aussi camp de la guérilla, camp d'entraînement, etc., etc. Et ça permet en fait de gouverner les militants et les réfugiés comme s'ils étaient des reclus, puisque le camp, il est, et ça c'est Michel Agier qui le dit, il n'est pas complètement inscrit dans la société, il est plutôt bien souvent aux marges de la société. Et donc ça permet aussi un meilleur contrôle à la fois des militants quand on parle des camps d'entraînement ou des camps de la guérilla, et puis des réfugiés quand on parle des camps de réfugiés. Et donc cette matrice de l'encampement, elle va permettre effectivement là aussi d'innover en termes d'auto-organisation. Bien souvent, le confédéralisme démocratique aujourd'hui, il est plutôt caractérisé. Enfin, c'est comme ça qu'il se vend un petit peu, parce que il y aurait de l'autogestion, il y aurait un autogouvernement des populations par elles-mêmes, etc., etc. Alors c'est parfois en partie vrai, parfois c'est peut-être un peu plus compliqué parce que les cadres justement sont toujours là et peuvent aussi orienter les processus politiques. Mais, et c'est là que j'ai perdu le fil. Donc cette deuxième matrice de l'encampement, elle a vraiment permis aussi là de développer un modèle d'organisation fondé sur le confédéralisme démocratique qui d'ailleurs est plus ancien finalement que les écrits de Öcalan qui datent de début de 2005. Début des années 2000, entre 2003 et 2005, mais les expériences d'auto-organisation, elles avaient lieu avant. Elles avaient lieu avant en prison, elles avaient lieu avant en Europe, elles avaient lieu avant dans les camps de réfugiés, etc. Et donc c'est aussi ça qui a permis aujourd'hui ce gouvernement des Kurdes dans le nord-est syrien. Alors donc du coup moi je parle pas du nord-est syrien dans le bouquin, mais Arthur et Patrick et Félix en parlent beaucoup, mais c'est vrai que c'est aussi une manière d'appréhender ce que eux analysent ensuite à l'aune en fait d'une historicité particulière qui permet d'avoir un regard complémentaire finalement. Merci Olivier. Et pour terminer, je vais passer la parole à Arthur. Merci. Donc vous avez compris dans le livre, donc on revient beaucoup sur la question des différents dispositifs politiques. Donc Hardy revenait sur le PDK, donc un parti politique structuré sur un mode irakien, on va dire, avec un contrôle territorial, toute une politique institutionnelle.
Et Olivier revient, lui, plus sur la gouvernementalité, donc un parti qui se fonde avant tout dans la résistance, la clandestinité, à travers tout ce que donc tu parlais, l'encampement, les camps, la diaspora, etc. Là, en fait, quand on écrit le livre, quand on fait nos terrains et qu'on commence à écrire le livre, on est autour de 2016-2017, un moment en fait d'expansion maximale de ces partis en termes territoriaux. Donc, on est à un moment où l'OPK et le PDK, les partis kurdes irakiens, contrôlent encore les territoires disputés en Irak, notamment la ville de Kirkouk. On est également à un moment où le mouvement kurde syrien soutenu par le PKK est aux portes de Raqqa et puis va achever cette conquête territoriale en 2019. Mais on est également à un moment où, avant la guerre des villes en Turquie, quand on commence les terrains, notamment l'article de Cléa Pinault sur la ville de Mersin. Et donc, on se pose la question de comment ces partis politiques kurdes vont cohabiter dans des zones qui conquièrent militairement ou par des stratégies politiques, électorales, etc. Et comment se passe le gouvernement de populations non kurdes. Et donc, c'est la troisième partie du livre sur lequel je vais revenir à travers 3 points. Qu'est-ce qui se passe quand ces partis sont confrontés à des populations non kurdes et comment tenir un territoire où vous êtes en fait minoritaire. Donc il y a trois textes dans le livre qui reviennent là-dessus. Donc le texte de Patrick Hayni et Félix Legrand sur le mouvement kurde syrien et toute cette pénétration dans la profondeur arabe au Rojava, au sud du Rojava, qu'ils étudient sur le terrain. Également les articles de Cléa Pinault sur la politique municipale du mouvement Jalanien à Mersin. Donc là, on est vraiment à l'extrême ouest du Kurdistan turc, si on peut les désigner ainsi. Et donc, la première chose première question, je pense, que pensent ces 3 articles, ça va être d'abord le rapport à l'État. Dans ces 3 territoires, Turquie, Irak, Syrie, vous êtes dans des zones où les configurations étatiques ne sont pas les mêmes. Vous voyez donc en Turquie l'État turc est extrêmement fort. Et même le mouvement kurde au maximum de ces 10 dernières années, en tout cas de ce qu'il était capable de faire sur le plan politique avant les séries de répression, la guerre des villes, etc. en 2015, doit en fait jouer avec des politiques municipales face à un État qui est capable également de le contrer, mettre sous tutelle les villes turques, sous tutelle des préfets, etc. On est en Irak dans un contexte très différent où finalement en 2003, c'est quasiment un accident historique. Invasion de l'Irak par les troupes américaines, chute du régime de Saddam Hussein, ce qui ouvre en fait tout le sud du Kurdistan irakien, en partie kurde irakien, qui vont se précipiter dans la brèche qui a été ouverte, et notamment la prise de la ville de Kirkouk par l'OPK. Donc, et donc une ville extrêmement consistante, une des premières villes irakiennes du nord du pays, qui d'un coup tombe sous le contrôle d'un parti politique kurde. Et là, ensuite, toute la question pour l'OPK et également pour le PDK, pour gérer ces zones multicommunautaires irakiennes, donc on ne va pas parler des territoires disputés jusqu'à aujourd'hui avec le gouvernement irakien, ça va être de peser à Bagdad, d'essayer de peser sur la reconstruction de l'État irakien pour s'imposer et tenir dans la durée ces zones. On verra qu'évidemment, c'est pas si facile que ça. Et donc, la question là est plutôt de s'intégrer au maximum à l'État et de jouer dans un jeu national pour conserver ces gains territoriaux qui ont été faits donc, dans ces territoires disputés. Et là, dans le cas du Rojava, c'est un modèle complètement différent, puisque en fait, vous êtes dans une situation de vide étatique. L'État syrien se transforme en une espèce de zone vide, en fait, avec une armée syrienne totalement délétère, ensuite l'occupation par l'État islamique du territoire, et surtout le soutien de la coalition internationale au mouvement kurde syrien pour reprendre l'ensemble de ces territoires. Et donc là, vous avez des descentes militaires et des conquêtes militaires territoriales au sens propre du terme, où la question politique est peut-être secondaire, parce qu'elle commence à se poser uniquement quand vous construisez, développez votre modèle institutionnel. Dans un premier temps, vous êtes plutôt dans une phase militaire active, soutenue par les premières puissances militaires de la planète. Donc ça pose une deuxième question qui se retrouve dans ces 3 articles. Ça va être, une fois que vous contrôlez le territoire, vous êtes sorti donc de ces situations de crise majeure qui vous ont permis de vous implanter.
la question ensuite de comment vous ponctuez vos ressources. Et en fait, les stratégies d'utilisation de la circulation des ressources va être assez différente dans les trois zones, ce qui explique en fait des stratégies politiques très différentes également. Donc, en Turquie, j'y reviens pas, mais Cléa Pinault développe largement ça, la manière dont les mouvements liés au PKK vont devoir jouer sur des stratégies transnationales, des ressources propres, etc. Et en fait, vont être mis en échec parce que c'est extrêmement difficile de jouer contre une préfecture turque quand vous avez enfin, vous jouez un peu avec des allumettes. En Irak, ça va être très différent parce que là, on est face à un parti kurde irakien que décrivait très bien Hardy, qui a une espèce de profondeur stratégique grâce à Erbil, grâce à Soleimani, à toute l'économie qui est développée, et un modèle qui va s'imposer de manière extrêmement ferme grâce à toute une économie alternative. Et on va voir que les circuits économiques du nord de l'Irak à cette époque sont totalement transformés, alors qu'avant vous aviez Mossoul et Kirkouk qui dépendaient de l'économie, des réseaux économiques avec Bagdad. Pendant toute cette période entre 2003 et 2017, où les partis kurdes occupent Kirkouk, Kirkouk dépend des réseaux économiques d'Erbil et Soleimani. Et donc, on s'en dit long un peu sur comment les partis trouvent les ressources, s'implantent, contrôlent les institutions de l'État irakien, qui leur permettent, elles, également d'obtenir des ressources. On sait que l'État irakien est un État pétrolier. Contrôler un gouvernorat en Irak, ça vous rapporte des dizaines de millions de dollars par mois. Et enfin, le PKK en Syrie, qui lui est dans une stratégie d'extraversion internationale totale, sous perfusion de la coalition internationale, qui lui permet ensuite de contrôler les ressources pétrolières du nord-est syrien, et voilà, de cette manière, mise en place d'un circuit économique encore différent, et qui évidemment change la stratégie des partis, la manière de développer des institutions et de s'adresser aux populations locales. On n'est pas dans les mêmes jeux. Enfin, mon troisième et dernier point, c'est du coup, qu'est-ce que ça va faire sur les stratégies d'institutionnalisation de ces partis? Comment gérer des territoires où en fait vous êtes en minorité? Et là, on voit que ça va être très différent, par exemple à Kirkouk. L'UPK donc est plutôt en position, est quasiment en position de force, pardon, va développer tout ce dispositif politique que tu décrivais très bien, Hardy, des sections locales, des contrôles des corps professionnels, des stratégies locales de contrôle des mortards pour ensuite lister, contrôler la population. Je passe sur l'économie avec l'implantation de consortiums économiques, etc. Et en fait, ce que crée l'UPK et le PDK à Kirkouk, en fait, c'est un régime identitaire totalement alternatif où en fait, il y a une nouvelle hiérarchie identitaire dans Kirkouk, ou alors Kirkouk était connu pour être une ville multicommunautaire avec des Kirkoukis qui parlent kurde, turkmène, arabe, qui se mélangent avec beaucoup de mariages mixtes, etc. On va se retrouver avec une hiérarchie identitaire très forte qui va couper la ville entre les quartiers kurdes et le reste de la ville turkmène et arabe. On est dans un cas très différent en Syrie, où par exemple, quand le mouvement kurde soutenu par le PKK prend Raqqa, là, bien que le mouvement kurde syrien développe sa propre administration, l'administration autonome du nord-est syrien, en fait, le parti a peu de ressources, peu en termes de cadre, de compétences, etc., et va devoir compter beaucoup sur la population locale. Et là, au lieu d'avoir un jeu kurde contre arabe, vous avez, comme ce qu'on peut voir à Kirkouk au même moment, vous avez au contraire une intégration des Arabes extrêmement forte, enfin des Arabes, des habitants de Raqqa, qui vont se retrouver à des postes assez importants au sein de la municipalité de Raqqa, au sein du département de l'économie. Et en fait, vous avez une forme d'intégration des populations locales qui se fait notamment parce que le PKK en Syrie n'a pas vraiment les moyens de faire autrement. Et donc, évidemment, ça a des impacts sur l'imposition de régime identitaire dans ces zones multiculturelles ou pas, et puis des variations sur lesquelles revient le livre. Voilà. Bien. Bien, je vous remercie de votre patience. Désolé, on a peut-être été un peu long. Et maintenant, nous sommes prêts à prendre vos questions. Voilà. Est-ce que vous avez la gentillesse de vous présenter d'ailleurs, poser une question, présenter. Oui, qui souhaite poser une question? C'est en ligne d'ailleurs. Également. Bonsoir.
en fait, vous avez regardé toute la région kurde et il y a deux régions kurdes dirigées par les Kurdes. Vous pensez quelle région et quel modèle de gouvernement en Rojava et du Bachou est trop agréable par les Kurdes? Quel modèle de gouvernement est plus agréable, plus préféré par les Kurdes? Il y a deux types de modèles en fait. D'accord. Quel est le modèle donc le plus adapté, qui souhaite répondre? En plusieurs questions, non, peut-être. Oui, peut-être une autre question. Alors, on fera plusieurs questions à la fois. Il faut les noter. Sinon, oui. Une autre question? Bonsoir, merci pour votre intervention. Moi, je suis ex-étudiant en sciences politiques. J'avais une question très factuelle sur le camp de Mahmoud. J'avais suivi de loin, je connaissais de loin l'existence de ce camp. Je voulais juste savoir pourquoi il n'était plus dirigé par le PKK. Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord. Une dernière et ensuite on répondra. Dernière question. Oui. Donc on a une question sur Dersim, une question sur Mahmoud et une question plus générale sur le mode de gouvernement. Qui veut faire quoi? Alors, sur le mode de gouvernement, c'est difficile de répondre vraiment de manière catégorique. Qu'est-ce que les populations préfèrent comme mode de gouvernance? Au Kurdistan irakien, la mode de gouvernance du parti politique qui repose sur un système clientélaire très largement critiqué. Alors, vous avez des Kurdes qui préfèrent le confédéralisme démocratique théorisé par Öcalan, le Kurdistan irakien, hein, qui sont plutôt proches de PKK. Voilà. Sinon, enfin, dans la quasi-majorité, qui sont plutôt pour une gouvernance plutôt libérale, un mode de gouvernance plutôt libéral, mais voilà, ils sont très critiques vis-à-vis de ce qui se passe au Kurdistan irakien, vis-à-vis contre le parce que voilà, c'est un mode de gouvernement qui quand même, disons, critiqué pour être corrompu, etc., etc. Donc, après, il faut vraiment mener à faire un sondage pour savoir quelle est vraiment la préférence. Peut-être juste pour compléter ce que dit Hardy, je crois que ce qu'il faut essayer de voir, c'est aussi les ruptures politiques, les séismes politiques qu'ont connu ces régions. Par exemple, entre l'Irak de Saddam Hussein et maintenant le degré de liberté que vous avez au Kurdistan irakien, il n'y a pas photo. Pareil, en Syrie, l'ensemble des gens qui vivent au Rojava sont contents de ne pas être dans les zones pro-régime. Le niveau de salaire n'est pas le même, le niveau de vie, la répression, tout en fait. Et donc même des Arabes qui vivent dans le nord-est syrien considèrent le modèle kurde comme en fait leur seul échappatoire à la situation de côté régime. Et là, c'est hyper intéressant parce que, en fait, les gens n'ont pas forcément le choix. La macro-politique de la région, en fait, est beaucoup plus dure que ça. Et alors après, je pense que, juste un autre point, je crois qu'il faut regarder les classes sociales. Je pense que tout le monde ne voit pas pareil la domination d'un parti politique selon votre position dans la société. Notamment, je renvoie la balle à Hardy, mais moi, je suis vraiment étonné de voir en fait le degré de départ en exil dans les zones kurdes, surtout qui s'accélère depuis ces dernières années. Le Kurdistan irakien, c'est massif, c'est massif. Mais également, vous prenez le Rojava, pardon, les populations qui parlent le plus du Rojava, c'est les populations kurdes, notamment les populations des villes, pour l'instant, les villes phares, Kobané, etc. Vous allez à Kobané, maintenant, c'est une ville fantôme. Il n'y a plus personne qui vit. Les gens sont soit partis en exil à Raqqa ou à Manbij, là où ils pouvaient, et soit, si ceux qui ont les moyens, ils ont vendu leur maison et ils sont partis en Europe. Est-ce que tu peux rappeler rapidement pourquoi c'est une ville importante? Enfin, ouais, pardon. Donc Kobané, qui est quand même le symbole de la résistance du mouvement kurde syrien face à l'État islamique. Mais vous allez dans les classes kurdes, moyennes kurdes de Kamishli, de Hasakeh, d'Amouda, les gens partent, en fait. Moi, je vis là-bas, la plupart des gens que je voyais là-bas, maintenant, je les vois en Europe. Et voilà, donc quelque part, les gens votent un peu avec leurs pieds aussi.
Sur Marmour, j'imagine que... Ah oui, non, je pensais, oui, enfin, si je pouvais appuyer mes deux collègues. Non, je crois qu'il y a aussi, enfin, il y a deux choses. Il y a, c'est vrai que le contexte politique et le contexte historique, en fait, tout simplement, entre le Kurdistan irakien et le Kurdistan syrien, est quand même très différent, et obéit à des temporalités différentes aussi, et donc c'est difficile à un moment T de dire, bah voilà, là, le gouvernement est plutôt soutenu. En fait, ça dépend aussi des crises qu'ils peuvent subir, des attaques, parce que c'est quand même des zones qui ont été pas mal attaquées, soit par l'État islamique, soit par l'État central irakien, soit encore par le régime syrien, soit encore, enfin bon, bref. Donc c'est aussi des zones de guerre en fait qui sont quand même assez compliquées à gérer. Voilà, donc ça c'est un premier truc, le contexte politique. Deuxième chose, je dirais aussi peut-être que la question du pluralisme politique se pose dans les deux cas en fait, que ce soit au Nord-Irak ou dans le Nord-Est syrien, on a effectivement quelques soucis, parfois plus souvent que d'autres fois, sur la possibilité d'exprimer des opinions dissidentes. Et ça, c'est vrai effectivement dans le Nord-Est syrien, c'est vrai aussi dans le Nord-Irak. Enfin, le dernier point, c'était plutôt, effectivement, je voulais appuyer cette idée des classes sociales. Ça dépend aussi quelle position on occupe dans ces deux espaces. Quand on fait des affaires à Erbil, qu'on commerce avec la Turquie, etc., je veux dire, on peut gagner beaucoup d'argent très vite, quoi. On peut gagner beaucoup d'argent très vite. C'est vrai aussi dans des espaces kurdes du nord-est syrien. Dans d'autres cas aussi, hein, quand on est réfugié, qu'on a tout perdu, que voilà, c'est vrai que c'est compliqué d'imaginer un futur un peu alternatif, et c'est aussi pour ça que on a aussi pas mal de gens qui migrent, parce que c'est vrai que ce sont quand même deux régions qui ont été pas mal dévastées, quoi. Alors, du coup, votre question pose aussi, enfin, indirectement en tout cas, quelque chose finalement d'assez embêtant, c'est-à-dire est-ce que le gouvernement des Kurdes par les Kurdes n'a pas fini par fragiliser l'adhésion au nationalisme kurde? Ça, c'est une question qu'il faut poser un peu brutalement, hein. Et j'avoue que nous, on en a discuté à plusieurs reprises entre nous. Sachant qu'on n'a pas de données très stables, mais est-ce que dans le Nord-Irak, il n'y a pas aussi une génération qui est en train de se lever pour dire finalement l'indépendance, c'est peut-être pas la bonne idée. La même chose, bon, la Syrie c'est encore complètement différent, la question ne se pose pas véritablement en ces termes, mais est-ce qu'en Turquie aussi, on n'a pas une génération qui serait peut-être pas exactement post-nationaliste, mais en tout cas qui remettrait en question certaines modalités du discours et des pratiques des partis ethno-nationalistes. Voilà aussi, c'est une question qui rend la chose encore plus complexe, hein. Sachant encore une fois qu'on n'a pas énormément de bases empiriques pour discuter de tout ça. On peut poser la question, après, voilà, y répondre. Il y avait la deuxième question sur Marmour. Oui, sur Marmour. Ouais. Alors, oui, donc le camp de Marmour, c'est un camp qui existe dans le nord Irak depuis 1994. C'est un camp qui a déménagé, si je me trompe pas. 97. Hein? 97. Ouais, il a déménagé 3 ou 4 fois entre 94 et 97, puis après il a redéménagé encore. Il s'appelait le camp des Trouches au départ, puis après un autre camp, et puis tout ça, jusqu'à arriver en fait dans la zone de Marmour, qui est un village qui était contrôlé par l'UPK à l'époque. Je sais pas si encore aujourd'hui ou pas, mais et la zone de Marmour, elle est située dans le no man's land des territoires disputés entre le gouvernement central irakien et le gouvernement régional kurde. Du coup, c'était un espace, voilà, c'était le seul endroit où ils ont réussi à s'installer, parce que au départ, ils avaient été chassés, ils avaient été, voilà. Donc, ils s'installent là, c'est quand même 10 000 personnes. Et le PKK a, depuis le début, contrôlé le camp, à la fois en termes sécuritaires, mais aussi organisation sociale, éducation, enfin tous les aspects finalement des politiques publiques. Mais il a eu effectivement pas mal de problèmes, soit avec le KRG, soit avec l'ONU qui est parti en 1997 en disant c'est pas un camp de réfugiés, c'est un camp politique. Puis finalement ils sont revenus. Voilà. Donc
alors, ce qui se passe effectivement, c'est que, étant situé dans les zones, la zone tampon entre le gouvernement régional kurde et le gouvernement central irakien, eh bien, ils ont été soumis aussi, enfin, le camp a été soumis aussi à pas mal de pression de part et d'autre. Et aujourd'hui, en fait, le gouvernement central irakien a voulu reprendre le contrôle du camp. Et donc, c'est pour ça qu'il en a chassé le PKK, alors que c'était ce parti-là qui était aux commandes depuis combien de temps maintenant? Enfin, depuis 1994. Donc voilà, c'est pour cette raison-là et puis oui, non, il faut mentionner autre chose, c'est effectivement les Turcs en fait sur le gouvernement central irakien, parce que eh bien la Turquie a pas mal bombardé le camp, faisait des assassinats ciblés au sein ou alors à proximité du camp, ce qui fait que ça rendait tout un peu plus compliqué. Et c'est vrai que c'est aussi une raison pour laquelle on a voulu donner des gages à la Turquie voilà, en abandonnant, enfin oui, en expulsant le PKK du camp. Voilà. Sur la troisième question, je ne sais pas qui est compétent ici. Sur Dersim Tunceli. Enfin. Moi, je peux commencer en tout cas. Oui. Ouais, non, sur Dersim. Alors Dersim, c'est Tunceli en turc. C'est une municipalité, c'est une ville. Donc, elle obéit comme les autres villes de Turquie. En fait, elle a un conseil municipal, un maire, etc. Et donc, la plupart des politiques, ce sont des politiques locales, mais qui sont qui sont mises en œuvre par la municipalité. Donc là, on est un peu spécial, c'est le confédéralisme démocratique, mais à l'échelle municipale. Donc c'est pour ça que c'est aussi très différent de ce qui peut se passer dans le nord-est syrien, parce que ce sont voilà des gens élus qui vont mettre en place des politiques. Dersim, elle a une singularité, c'est que c'est une ville qui est historiquement très en opposition à l'État, et puis c'est une ville alévi, et ça oui, ceci explique aussi pourquoi à Dersim, je pense qu'il y a toujours eu depuis 1880 des gens dans les montagnes, quoi. Je veux dire avec des armes. Donc c'est une région très rétive finalement à la centralisation étatique. Donc c'est pour ça que peut-être que les politiques qui sont mises en œuvre au Rojava et à Dersim ne sont pas les mêmes. Mais à Dersim, vous avez effectivement, comme vous le disiez, vous avez eu des tentatives de mettre en place des coopératives, de mettre en place des assemblées de quartier, etc., etc. Alors il y a des choses qui ont bien fonctionné, mais c'est vrai que depuis 2015, alors là je parle pas forcément de Dersim particulièrement, mais plutôt de l'ensemble des régions kurdes. Depuis 2015, c'est quand même devenu très 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 difficile parce que toutes les institutions mises en place par les mairies pro-kurdes et puis aussi par les réseaux pro-PKK en Turquie ont été laminés. Donc c'est quelque chose qui est quand même qui fonctionne beaucoup moins bien et beaucoup moins aussi maintenant. Oui, sachant que Dersim Tunceli, c'est une région où vous avez traditionnellement beaucoup de mouvements d'extrême gauche qui dépassent, ça dépasse l'adhésion au mouvement kurdiste sous une forme ou sous une autre. Il y a aussi une identité spécifique qui n'est pas celle que vous trouvez dans la région de Diyarbakır, dans des endroits comme ça. C'est quand même très très spécifique. Il y a une tradition d'extrême gauche que vous n'avez pas ailleurs, etc. Voilà. Bon, après, il y a des auteurs dans l'ouvrage qui travaillent plus spécifiquement sur la Turquie, comme vous en dire plus. Ça n'est pas notre cas. D'autres questions? Oui, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Bilal, du Parti kurde et aussi étudiant en géopolitique. Ma question, ce sera sur le Kurdistan irakien. Peut-être. Donc, à peu près 30 ans, il y a une sorte d'autonomie là-bas, mais on voit qu'il y a aussi deux partis très, très puissants et qui ne s'entretiennent pas très bien. Et malgré beaucoup de tentatives, donc il y a toujours des problèmes entre eux. Et est-ce que vous pensez que cette condition, cette autonomie telle qu'elle est depuis 30 ans, est-ce que ça va continuer à peu près comme ça?
ou en considérant la dernière développement, la dernière chose se passe dans la région, vous pensez que c'est à peu près le fin de chapitre, si c'est pas le fin de l'histoire. D'accord. Donc, une première question. Une autre question quelque part, qu'on puisse en prendre peut-être deux ou trois. C'est une grande question. Ça peut effectivement. Non, mais c'est très fascinant de répondre. C'est Iner Salem qui dit les Kurdes ont un passé atroce, ils ont un présent pourri. Heureusement, ils n'ont pas d'avenir. Bon, donc, en attendant qu'il y ait d'autres questions, on va peut-être. Il y avait une question derrière. On va peut-être répondre à cette question-là. Oui. Alors, j'imagine que Hardy peut-être peut commencer, puisque tu as travaillé spécifiquement là-dessus. Oui. Alors, sur l'autonomie du Kurdistan irakien, effectivement, c'est une très, très bonne question. C'est la question qu'on se pose à ce moment. Alors, quel avenir pour cette autonomie au Kurdistan irakien? Ce qu'on voit depuis le référendum, JRK, le gouvernement régional du Kurdistan, a perdu une grande partie de son autonomie vis-à-vis de Bagdad. Il a perdu ce qu'on a appelé le fédéralisme pétrolier, c'est-à-dire que le JRK n'a plus la main sur le dossier pétrolier. Il a été récupéré par Bagdad, donc c'est extrêmement important, le dossier pétrolier. C'est Bagdad maintenant qui gère le pétrole de JRK. Premièrement. Deuxièmement, sur le plan économique, on voit que le Kurdistan irakien est devenu extrêmement dépendant de Bagdad. Depuis le mois d'août, le gouvernement JRK n'a pas payé le salaire de ses fonctionnaires. Et là, à ce moment-là, partout, il y a des manifestations. Deuxième chose, et Bagdad a parfaitement compris que le volet économique est extrêmement important. Bagdad est en train de redéfinir le rapport à la région kurde par le salaire. Enfin, le salaire, c'est important. Vous savez, tous les mois, l'actualité la plus chaude, c'est le salaire. Quand le salaire arrive, et l'ensemble de salariés, c'est à peu près 1,2 million personnes, salariés au Kurdistan irakien, pour une population de 5 millions, sont tournés vers Bagdad parce que le salaire vient de Bagdad. Et de Bagdad, il essaie de redéfinir, à faire le rapport avec les fonctionnaires, parce que finalement, l'argent vient de Bagdad, le salaire vient de Bagdad, et les gens, ils sont tournés vers Bagdad. Je me rappelle, pendant les dernières manifestations, les gens, ils appelaient, en fait, si vous voulez, ils disaient, voilà, il faut absolument que l'État central gère aussi le salaire et les fonctionnaires de la région. C'est ce qui va passer. Deuxième chose. Troisième chose qui fragilise extrêmement l'autonomie de la région du Kurdistan, c'est la division interne. L'ensemble des partis politiques. Je vais crier alors. La troisième Très bien. Le troisième facteur et le plus important, c'est la division interne. Vous savez, les partis politiques, y compris l'UPAK, c'est la partie rivale, pas ceux du PDK, ou d'autres partis politiques qui sont exclus par le PDK, parce qu'en fait, depuis les années 2000, on assiste à une centralisation des ressources par le PDK, et dans cette centralisation, ce processus de centralisation, il y a un certain nombre de partis politiques qui se trouvent exclus, notamment du PACA, et aujourd'hui, ces partis politiques sont en train d'investir la scène internationale, la scène nationale, c'est-à-dire les institutions nationales, notamment la Cour fédérale suprême, pour contrôler le JRK, contrôler le PDK. Eh bien, ces dernières années, par exemple, le Parlement de la région du Kurdistan, maintenant, il n'a plus de Parlement, parce que le Parlement, il n'avait plus le mandat, il avait dépassé son mandat, et donc, c'est les Kurdes qui ont saisi, enfin, si vous voulez, les opposants de Barzani, ils ont saisi la Cour suprême fédérale pour fermer le Parlement. C'est ce qui s'est passé. Ils ont réussi. Là, tout récemment, ils ont saisi encore la Cour fédérale à Bagdad pour mettre fin au mandat des conseils provinciaux, parce que depuis 2014, on n'avait pas organisé des élections pour le conseil provincial. Il y a ainsi de suite, c'est-à-dire les Kurdes eux-mêmes, ils sont en train de renforcer les institutions fédérales à Bagdad. Et ce qui se passe, en fait, c'est aujourd'hui, on assiste à un déplacement de centre de gravité à Bagdad. Bagdad devient de plus en plus important économiquement, diplomatiquement, politiquement, face au Kurdistan irakien. Et donc, oui, l'autonomie est toujours là, mais très largement abîmée, largement réduite, parce que la région est dépendante économiquement, je dirais même sur le plan diplomatique. Hein, vous avez ces dernières années, je dirais depuis 3 ans, l'État irakien
elle est revenue sur la scène régionale, mais aussi internationale. Aujourd'hui, si vous voyez, même dans la crise de Gaza, les États-Unis sollicitent le Premier ministre irakien pour aller négocier avec l'Iran. L'Iran envoie le Premier ministre irakien pour aller négocier avec l'Arabie saoudite, avec l'Égypte, etc. Donc l'Irak, en soi, il est devenu l'interface diplomatique dans la région. Et bien donc, en fait, si vous voulez, tout ce qui se passe permet à l'Irakien de gagner en visibilité sur la plan diplomatique, sur la scène régionale mais aussi internationale, alors que vous avez un GRK qui, en fait, qui perd tout. Parce qu'auparavant, on a vu pendant ce qu'on appelait le processus démocratique, Erdogan a sollicité les tueurs Barzani et Barzani pour lancer le processus de paix avec les Kurdes. Pareil, l'Iran a sollicité le GRK pour négocier avec les partis kurdes, mais il n'y a plus de ça. En fait, aujourd'hui, c'est l'Iran frappe la porte de Bagdad pour contrôler l'opposition kurde au Kurdistan irakien. C'est ce qui s'est passé. Et donc, maintenant, il y a même un retour de l'armée irakienne sur la frontière du Kurdistan irakien. Vous savez, la frontière que le Kurdistan irakien partage avec la Turquie et l'Iran, aujourd'hui, est contrôlée par l'armée irakienne. Voilà, donc une autonomie, je dirais, remise en cause, et je me pose vraiment sérieusement sur l'avenir de cette autonomie. Est-ce qu'on pourrait pas, pardon, hein, je prends la parole, mais est-ce qu'on pourrait pas aussi imaginer un processus, je sais pas, à l'espagnol, avec un fédéralisme comme ça? Alors effectivement, sans aucun tribut de souveraineté, parce qu'à un moment donné, les Kurdes irakiens mettaient leur tampon quand on arrivait chez eux sur les passeports, etc. Donc là, ça a complètement bougé. Mais il pourrait y avoir en fait une autonomie culturelle sur certaines politiques publiques qui seraient davantage locales, etc. Ouais, je sais pas ce que t'en penses. Oui, je pense que oui. Les Kurdes vont garder quand même une certaine autonomie, je dirais, d'organisation sur le plan administratif, culturel, etc. C'est-à-dire, on n'est pas en train de tout perdre, mais voilà, la région s'inscrit dans une dynamique, voilà, Mais est-ce que, bon, c'est vrai que Ça marche pas. l'émergence de ces autonomies différentes était liée véritablement à une rupture internationale. Hein. Est-ce qu'on sait pas on n'est pas en train de fermer une parenthèse qui s'est ouverte autour de 90 et qui va se fermer. Alors non seulement c'est ce que tu expliquais sur l'Irak, mais sur la Syrie, où visiblement les Américains, mais ça, peut-être Arthur, tu peux nous en dire un mot, les Américains sont en train de préparer leur départ. Alors après, ça dépend un peu de la crise palestinienne, on peut avoir des effets délayés un peu, mais est-ce que c'est pas le retour simplement des États, hein, voilà. Peut-être un mot aussi après, Arthur, effectivement, sur le facteur international, il faut peut-être, je te laisse la parole, Arthur, si tu veux, sur la Syrie après. Donc, quelque part, les mouvements kurdes qu'on a vus émerger sur le plan territorial sont le fruit des grandes interventions militaires occidentales post-Seconde Guerre froide. Post-guerre froide, pardon. 91, 2003, la coalition contre l'État islamique en 2014. En fait, ce qu'on voit revenir, c'est l'importance des jeux nationaux. Passer cette parenthèse d'intervention militaire qui permet à des groupes transnationaux de prendre des territoires, etc. En fait, les mouvements kurdes, alors qu'ils rêvaient d'un jeu transnational où ils puissent se déployer, etc., reviennent à des jeux très nationaux où il faut jouer avec l'État. Chaque parti politique kurde est dans un territoire et doit jouer. Et ça veut dire trois choses, en fait. La première, c'est que les frontières internationales sont intangibles. Vous ne pouvez pas les changer. Que le PDK et le PDK cherchent à faire un référendum pour son indépendance du Kurdistan irakien en 2017. Bagdad réagit, vous avez le retour de l'État que Hardy décrivait avec en fait la fin de l'autonomie politique du KRG. Pareil quelque part pour la question du PKK en Syrie. En fait, si le mouvement kurde syrien veut garder ses territoires, il doit en fait quelque part couper avec cette politique transnationale du PKK qui est de combattre sur plusieurs théâtres à la fois. La Turquie, la Syrie, etc. Autrement, vous avez une escalade régionale et puis à terme, la Turquie risque d'attaquer le Kurdistan, le Rojava également. Et derrière, vous avez, dernier point, vous avez aussi un jeu avec le problème, c'est un jeu avec des logiques étatiques, avec des États qui sont extrêmement répressifs. Évidemment, l'État turc a vu après la guerre des villes toute la répression et en fait, jouer l'escalade militaire avec l'État turc, c'est en fait
jouer avec le feu. Mais à nouveau, Bagdad, c'est compliqué. Bagdad jouer avec, si vous voulez revenir dans un régime fédéraliste, etc. Vous savez qu'à la fin, quand même, Bagdad, c'est un régime politique soutenu par l'Iran, et puis vous savez tout bien que pensent le gouvernement iranien des Kurdes. Et enfin, en Syrie, là aussi, le problème pour le mouvement kurde syrien, c'est que Damas refuse de discuter. Damas est sur le gouvernement, enfin Bachar al-Assad, sur une position totalement pan-arabe. L'idée, c'est de reconstruire un régime autoritaire sur l'ensemble de la Syrie. Et là-dessus, alors même que il y avait des accointances entre le PKK et le régime syrien en 2011-2012, actuellement, ils sont vraiment dans une position de rupture où le régime syrien parle ouvertement de revenir et d'écraser cette expérience politique. Donc voilà, vous êtes en fait dans une recomposition du jeu étatique actuellement au Moyen-Orient. Évidemment, la question de la pérennité du modèle politique kurde est en jeu. Peut-être un mot, comme il a dit Arthur, en fait, l'autonomie kurde reste extrêmement dépendante de soutien international. Et on a un exemple très intéressant, significatif, en 2017, après le référendum. Les États-Unis ont lâché les Kurdes pendant quelques jours, et à une demi-journée, les Kurdes, ils ont perdu 30% de leur territoire. Donc, on sait à quel point l'autonomie kurde reste tributaire du soutien international, notamment des États-Unis. Après, s'il n'y a pas des États-Unis, même les Kurdes d'Irak n'ont absolument pas les moyens de défendre leur autonomie. Je dirais aussi peut-être les gouvernements des Kurdes mis en place ces 30 dernières années, dans leur forme, c'était aussi directement sous l'influence alors de l'extérieur au sens large. Bon, par exemple, le soutien de l'Union européenne au mouvement politique kurde en Turquie, ça a été un facteur majeur de stabilisation. Ça l'est plus aujourd'hui, mais ça a été un facteur majeur de protection, notamment des municipalités dans le sud-est de la Turquie. En Irak, à l'évidence, toute la phase d'ouverture après 2003, c'était lié à la présence américaine. Et aujourd'hui, les formes, peut-être pas tout à fait de gouvernementalité du PYD en Syrie, mais en tout cas certaines limites et puis la définition même de l'espace du PYD, c'est lié aux demandes, aux exigences américaines. Donc c'est non seulement leur survie, mais aussi ce qu'ils ont fait et où ils l'ont fait, comment ils l'ont fait, qui dépend de l'international. Et en même temps, tout l'espoir des forces kurdes démocratiques, on va dire, qui sont pas dans les partis kurdes gouvernants actuellement, c'est leur seule solution pour casser l'autoritarisme des partis qui les gouvernent, hein, parce que si on parle du PDK, du PK, c'est quand même des partis autoritaires, hein, qui tiennent leur société sur des modèles clientélistes, c'est de passer par le Bagdad, c'est de passer par les États. C'est-à-dire que quelque part, le jeu de Goran, enfin pas Goran, mais nouvelle génération, etc., au Kurdistan irakien, enfin des partis d'opposition, c'est d'utiliser Bagdad pour casser le monopole partisan sur le Kurdistan irakien et réouvrir le jeu politique. Et là, on voit un peu toute l'ambivalence. En même temps, d'un côté, vous voulez une région le plus autonome possible et vous préservez d'un retour de l'État. En même temps, le retour de l'État veut dire aussi, peut vouloir dire une retransformation du jeu politique qui peut être intéressante. Alors, juste peut-être deux mots. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Arthur. Et tout à l'heure, tu as parlé aussi du nationalisme. Vous avez maintenant une nouvelle génération qui confond le nationalisme avec les deux partis politiques. C'est-à-dire que pour eux, le nationalisme kurde, c'est le YPG et le PDK. Donc, je rejette le PDK, YPG, et donc, par conséquent, je rejette le nationalisme, parce que c'est incarné par ces deux-là. De toute façon, le nationalisme et la kurdicité n'a que permis à une classe de s'enrichir, de s'embourgeoiser. Et donc, vous avez aujourd'hui cette nouvelle génération qui ne croit absolument plus au nationalisme. Et donc, le nationalisme ne crée plus du tout l'émotion comme auparavant. C'est pas du tout un facteur de mobilisation. Et donc, voilà, une nouvelle génération qui est vraiment, aujourd'hui, qui peut très facilement nous nouer avec Bagdad. Tournez vers Bagdad. Il y avait une question, il me semble, ici. Ouais. Je me pose aussi la question sur ce que vous venez de dire. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est possible ou c'est probable pour YT de couper le lien avec le PKK pour que ça s'intègre un peu dans l'ordre international? C'est plutôt l'inverse, peut-être ça pourrait être aussi plus vraisemblable, il me paraît. Et
Et aussi sur le Kurdistan irakien, encore une fois, peut-être il y aura une sorte de division entre, encore une fois, les deux parties kurdes. PDK, ce sera peut-être contrôlé par la Turquie à long terme, politiquement. Et, et PUK, ce sera peut-être par l'Iran, jusqu'à ce que, en fait, l'ambiance internationale permette de changer les frontières. Je peux commenter le commentaire. C'est une bonne question, le monde diplomatique. Moi, en fait, le problème, c'est le fait que le mouvement kurde syrien coupe ses liens avec le PKK. La vraie question qu'il y a derrière, c'est quelle garantie ils ont de survie sans le soutien militaire du PKK. C'est-à-dire qu'en cas d'attaque turque, en cas d'attaque du régime, etc., quand même, les forces militaires du PKK sont là quand même dans un... Et tant qu'on n'a pas répondu à cette question, c'est-à-dire est-ce que la coalition internationale se porterait garante de la survie du nord-est syrien? Est-ce qu'une résolution politique avec Damas permettrait un départ des forces du PKK? Ou alors est-ce qu'un changement de gouvernement en Turquie permettrait retour à un processus de paix ou quelque chose comme ça? C'est ça en fait. On est plus sur ce genre de... Autrement, il y aura jamais de... Enfin, c'est difficile dans le contexte actuel de penser à moins d'autoritarisme, moins de rapports sécuritaires, etc. Parce qu'en fait, sinon, le modèle s'effondre et vous avez le retour du régime, du chiite, pour iranien, etc. Et en fait, dans le nord-est syrien, c'est intéressant, je me rends régulièrement, tout le monde a vraiment cette variable en tête. Personne n'est assez fou pour demander un départ du PKK du Rojava actuellement. Je crois qu'un effondrement du Rojava n'arrangerait même pas la Turquie, quelque part. Je crois que pour la Turquie préférerait limite un Rojava moins hostile, avec moins d'attaques en Turquie, etc., à un retour du régime syrien avec tous ses proxys pro-iraniens, ses milices, etc., qui, là, sur sa frontière sud, serait une vraie menace. Donc la question, en fait, renvoie malheureusement à des questionnements plus géostratégiques. Oui, et juste une réflexion comme ça qui me vient à l'idée, c'est un commentaire qui vaut ce qu'il vaut, mais ça fait quand même depuis plus de 20 ans que à Washington, il y a des gens qui disent qu'il faut faire une bascule vers la Chine, vers le Pacifique. Pour des années 2000, ça commençait vraiment à se dire de manière très forte, et à chaque fois, on a eu des crises majeures au Moyen-Orient qui font que les États-Unis sont ramenés systématiquement. 11 septembre et les conséquences très généralement du 11 septembre, retrait américain, État islamique, retour. Et aujourd'hui, il se peut que la crise palestinienne, au moins pour une durée, je pense assez limitée, mais bloque aussi les Américains dans leur exit du Moyen-Orient. Parce qu'en fait, toute la stratégie américaine depuis 20 ans, c'est comment arriver à sortir du Moyen-Orient, régler des problèmes qui règlent jamais, en fait, hein, et à sortir. Quant à la modification des frontières, c'est la chose la plus improbable statistiquement. On a dans une période post-décolonisation, les frontières bougent pas. Parfois, il y a des divisions d'un pays, il y a de nouvelles frontières internationales qui apparaissent, mais bouger des frontières aujourd'hui, c'est complètement impossible. Il y a une question ici. Merci. Je j'éclaire sur l'avenir du PKK-PYD en Syrie, dès lors que les troupes américaines se retireraient. Bon, en fait, elles ne se sont jamais retirées, elles sont toujours restées à proximité, avec leur flotte aérienne, etc. Mais néanmoins, les Américains aimeraient bien, quoi qu'il en soit, pouvoir se retirer, parce que d'autres soucis, évidemment, en Asie. Donc, dès lors que les forces américaines se retiraient, quel serait l'avenir et singulièrement en Syrie, pour un Rojava qui a été quand même encensé par l'extrême gauche,
sans que celle-ci, l'extrême gauche, ait mis en cause une relation directe avec pas simplement l'impérialisme américain, mais occidental. Il y a là aussi une contradiction qui pose question non seulement aux militants politiques, mais aussi aux militants syndicalistes que je suis. Donc, quel avenir pour le Rojava et aussi quelle résistance y a-t-il eu des populations par rapport à la progression de l'armée coloniale turque contre celle-ci avec une extrême brutalité reprendre tout cette territoire, à la fois Afrin, Kobané. Merci. Il y a d'autres questions aussi. Ouais. Moi, j'ai une question qui est plutôt dirigée pour Hardy. Hardy, tu sais, il y a quelques minutes que il y a une rupture générationnelle avec le nationalisme et avec la kurdicité. Alors, ça part un peu d'un désaccord dans le sens où j'ai quand même l'impression. Est-ce qu'il n'y a pas plutôt une réinvention de ce rapport-là avec c'était une sorte de réinterprétation du registre nationaliste où il y a un décalage qui s'opère avec le registre qui a été imposé par les partis sur les 30 dernières années. Il y a un refus de considérer que le récit nationaliste qui est vendu par l'UPK et le PDK est le seul et unique qui puisse exister. Mais sur le terrain, on a quand même un attachement qui reste très fort à la notion de kurdicité, qui peut être réinventé dans un rapport avec Bagdad et repensé en dehors de l'autonomie telle qu'elle avait été posée par les partis, mais qui n'a pas complètement disparu pour autant. Et je pense que c'est encore plus explicite quand on regarde le travail que font les diasporas, qui sont protégés dans leur critique, mais qui constamment sont à la fois dans une démarche critique des partis et dans une démarche de revendication très forte de cette kurdicité. Est-ce qu'elle disparaît vraiment chez les nouvelles générations? Est-ce que les nouvelles générations ne sont pas, au contraire, en train d'essayer de se décaler du registre qui avait été imposé et de réinventer ce rapport-là? Ouais. Donc, peut-être, Arthur, tu commences sur le Rojava, et puis Hardy. Moi, je suis très mauvais pour faire des scénarios, mais peut-être il faudrait regarder en 2019 ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu donc la dernière intervention militaire turque contre le Rojava, qui était le moment où en fait Donald Trump décide de retirer les forces américaines de la moitié du Rojava, ce qui ouvre la voie à une offensive turque. En fait, ce qu'on a vu à l'époque, c'était alors un effondrement militaire assez rapide des forces kurdes, hein, mais ça on s'y attendait, parce qu'à Afrin, elles n'ont pas pu tenir non plus face à l'armée turque qui est extrêmement forte. Par contre, ce qu'on a vu, c'est une vraie résilience en termes d'institutions, en termes de gouvernance, en termes de capacité à conserver les territoires. Moi, j'étais là-bas en 2019, je me baladais un peu partout pour voir qu'est-ce qui bougeait, est-ce que ça allait s'effondrer, et en fait, tout tenait. Vous alliez à Raqqa, Deir ez-Zor, même à Ain al-Issa, les institutions sont restées à Ain al-Issa. Vous voyez, maintenant c'est le front militaire avec l'offensive turque. Les institutions du Rojava étaient concentrées là. Elles sont restées jusqu'à un ordre de départ, une semaine ou deux après le cessez-le-feu. Et en fait, ce qu'on voit, c'est un ordre plutôt résilient. Pourquoi? Parce qu'il a justement réussi à intégrer des populations qui espèrent éviter le retour du régime syrien. Et ça, c'est la principale force du Rojava, en fait. Alors qu'on lit souvent le Rojava comme un mouvement kurde, pro-PKK, etc., ce qu'il est, hein, d'ailleurs, en fait, sa survie dépend d'autre chose que le nationalisme kurde. Et là, je crois qu'il y a quelque chose qui est propre à la crise syrienne, en plus. Et je pense qu'il y a un truc assez amusant, mais il faudrait changer, en fait, la lecture qu'on a, peut-être, qui est inspirée par vraiment cette guerre de reconquête face à l'État islamique, etc. Maintenant, on est dans une situation où vous avez des développements institutionnels, un mode de gouvernance, etc., qui est beaucoup plus partagé avec la population. Et ça tient, en fait. Et peut-être sur la deuxième partie de votre question, cette idée qu'il y a un peu une alliance contre nature entre le PKK et les États-Unis, là je pense, alors contre nature, je sais pas, de fait, dans la région, depuis des dizaines d'années, plusieurs décennies, en fait, les partis kurdes se sont toujours alliés avec des États pour survivre en fait dans un environnement très hostile. Et donc, je crois que on pourrait appeler ça du pragmatisme, et tous les partis l'ont fait.
Donc le PKK l'a fait avec les États-Unis, mais le PKK a été allié de Bachar avant. Il a travaillé avec l'Irak quand il fallait. Il a travaillé avec l'Iran quand il fallait. Aujourd'hui, le PDK travaille avec la Turquie. Enfin, tout le monde fait des alliances contre nature. En fait, c'est des alliances qui sont à un moment donné, on a un intérêt spécial à faire cette alliance-là, quoi. Donc, je crois que le PKK en 2014 avait pas beaucoup le choix non plus. En fait, on leur a proposé de prendre de prendre en charge la guerre contre Daesh. Et les Américains l'ont proposé effectivement plus au PKK qu'à la Turquie, ce qui a dû sortir un tas d'épines des pieds de plein de gens. Mais voilà, et c'est comme ça que ça s'est passé. Alors c'est vrai que les gauches européennes, les gauches libertaires européennes leur en veulent pas trop pour ça, mais il y a des questions qui se posent aussi. Mais de fait, je crois que les États-Unis ont plutôt influencé dans le bon sens la constitution des institutions au Rojava. Hein, c'est Arthur et Patrick qui nous expliquaient que en 2015-2016, au moment de la reprise de plein de villes qui étaient reprises à l'État islamique, là il y avait de la contre-insurrection un peu dure contre les Arabes. La coalition a permis aussi justement de rendre ça un peu plus fluide, de mieux imaginer la coexistence entre plusieurs ethnies, plusieurs religions, etc. Enfin, religion, ça posait pas trop le problème, mais surtout plusieurs ethnies. Donc, elle a eu aussi cette alliance, elle a eu, je crois, aussi des aspects positifs, quoi. Mais le problème serait plutôt quel est l'État qui va patronner le PKK ou PYD, enfin, quel est l'État qui va patronner si effectivement les Américains s'en vont. Ouais. Et là, franchement, ce sera pas l'Iran, ce sera pas l'Irak et ce sera pas la Syrie. On va pas revenir au modèle des années 80. Donc en fait, et c'est là la différence centrale avec le PDK ou l'UPK, qui peuvent avoir des patronages soit régionaux, mais qui peuvent aussi quand même trouver une façon de s'accommoder de Bagdad. Hein. Il y a quand même des possibilités. C'est pas le cas du PKK. Donc le PKK est le parti structurellement le plus fragile, et ça depuis la fin des années 90, au moment où il a été chassé de Syrie. Hein. Et le retour au moment de la Révolution en 2011, ça change rien à ce fait. Hein. Le PKK est le parti le plus fragile. Et je pense qu'on peut dire aussi ce que tu as dit, Gilles, pour les partis d'opposition kurdes d'Iran. C'est-à-dire que jusqu'à aux années 90, vous avez deux États hostiles, l'État irakien et l'État iranien, à l'époque de Saddam Hussein, c'est-à-dire avant 2003. Ces deux États soutenaient leur opposition les uns contre les autres, et donc aujourd'hui, ce pacte n'est plus là. Les conditions de maintien de cette opposition est complètement érodées. C'est la raison pour laquelle l'opposition kurde d'Iran ne tient plus et est pratiquement en voie de liquidation. Parce qu'aujourd'hui, l'État irakien, avec l'État iranien, ils sont en train de liquider l'opposition kurde en Irak. Donc, je pense que c'est extrêmement important. Ça dit, il y a plus. Moi, j'ai l'impression qu'on assiste à un retour des États-nations. Et en même temps, il n'y a plus d'États qui pourraient épauler l'opposition kurde, en fait. Parce que ces États, aujourd'hui, ils sont largement interconnectés sur la question kurde, ils sont complètement d'accord. On n'est plus du tout dans les années 80 où auparavant, Saddam Hussein, par exemple, qui soutenait l'opposition kurde d'Iran contre l'Iran, les Iraniens soutenaient les Kurdes d'Irak contre l'État irakien, etc. Donc, il n'y a plus de ça, en fait. La question de Tom. Voilà, Tom, alors, tu m'as posé une question très intéressante, effectivement. Est-ce que la nouvelle génération est en train de réinventer le nationalisme? Alors, moi, la réinvention du nationalisme, je dirais non, puisque en fait, je ne vois pas le contre-modèle. Si la nouvelle génération a réinventé le nationalisme, il fallait, dans ce cas-là, aller vers un contre-modèle, un contre-société, c'est-à-dire un contre-modèle contre les deux partis politiques. Au contraire, vous avez une jeunesse complètement résignée, qui ne vote plus. L'abstention est devenu extrêmement important dans le pays irakien. Et la seule chose aujourd'hui qui permet de mobiliser la population, c'est le salaire. On ne se mobilise plus. Il n'y a plus de mobilisation du pays irakien. Alors, moi, je dirais la génération qui naît dans les années 90,
2000, donc qui n'ont pas vécu la partie basse et voilà, qu'ils ont vécu sous le pouvoir de deux partis politiques, ils sont très largement dépolitisés aussi. Vous avez vraiment une génération dépolitisée. Et non, moi je vois pas vraiment. Moi je vois plutôt, voilà, il y a un nationalisme qui n'est plus du tout opérationnel, qui ne fonctionne plus, et puis une génération vraiment. Voilà, il faut peut-être, pourquoi pas, mener une recherche là-dessus. Hein. Je ne veux pas être trop catégorique, mais j'ai pas l'impression en fait. Voilà. Par contre, pour la diaspora, effectivement, la diaspora, oui, parce que comme il y a il y a encore un certain attachement au nationalisme kurde. Les gens ils essayent quand même de se mobiliser en diaspora. Alors là aussi, il faut savoir, parce que après le référendum, on a vu le Kurdistan irakien a été placé sous l'embargo. Tout était fermé, mais Barzani n'a jamais réussi à mobiliser la diaspora. Pourtant, il a fait un appel dans la diaspora. Il a dit mobilisez-vous. Il faut se mobiliser. On a des manifestations, mais personne n'a bougé à ce moment. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression que dans la diaspora, la seule partie qui arrive à mobiliser la population, c'est pas quelqu'un. Sinon, c'est pas la partie kurde irakien, le PDK et le UPK n'arrivent absolument pas à mobiliser la population de la diaspora. Mais Tom parlait aussi de recomposition, alors tu vois, recomposition du centre, enfin de l'identité nationale aussi. Oui. C'est-à-dire que on pourrait d'ailleurs quitter un peu le nationalisme traditionnel pour essayer d'imaginer. Merci. Merci, absolument d'accord là-dessus, parce que vous savez, il faut dire le nationalisme kurde s'est fait aussi en quelque sorte contre le nationalisme arabe. Aujourd'hui, en Irak, il n'y a plus de nationalisme arabe. Personne n'incarne le nationalisme arabe. Parfois, à tort, j'attends certains journalistes dire que Mortada Sadr, aujourd'hui, représente le nationalisme arabe. C'est faux. En fait, Mortada Sadr, plutôt, il défend un nationalisme irakien, pas le nationalisme arabe. Et donc, vous avez un nationalisme arabe qui est complètement disparu, et donc le nationalisme kurde n'arrive plus à se réinventer parce qu'il n'y a plus phase de nationalisme. Donc, et je vois aussi avec la nouvelle génération arabe qui vient au Kurdistan irakien, s'installer au Kurdistan irakien. Aujourd'hui, il y a à peu près 600 000 Arabes qui vivent au Kurdistan irakien. Et donc, la nouvelle génération, en fait, quand tu les observes, en fait, ils s'habillent de la même manière, ils consomment les mêmes choses. Une génération arabe qui commence à parler en kurde, c'est très intéressant. Ils s'intéressent, ils apprennent le kurde. Donc, vous savez, donc, les frontières internes sont en train de se recomposer. Oui, peut-être on ira vers une sorte un nouveau Irak, peut-être, hein, voilà, dans lequel il n'y a plus de nationalisme, mais peut-être vers un nationalisme irakien. Pourquoi pas, on va voir. Ce qui pose la question du même phénomène, enfin en tout cas des différences plutôt avec ce qui se passe en Turquie. Là, on a aussi un abandon du kémalisme, du nationalisme turc, au profit de quelque chose qui est beaucoup plus centré autour de la religion. Et là, la victoire d'Erdogan a été une victoire majeure. Hein. Et là, on a effectivement une progression, y compris dans les régions kurdes, je pense, hein, parce que il y a toute une partie très conservatrice de la société kurde qui peut se retrouver dans le parti d'Erdogan, disons globalement dans cette société ultra conservatrice. Donc là aussi, ça va alors sur d'autres modalités. Et je pense qu'on va effectivement aboutir à une redéfinition des clivages et des points d'opposition. Puis, dans le contexte actuel, et par ailleurs, est-ce qu'il y a véritablement cohérence dans les instances politiques et militaires du PKK aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a des divergences entre les uns préférant le soutien des Américains et d'autres, la partie par exemple politique, peut-être retourner dans le front. Voilà. Est-ce qu'au sein des instances dirigeantes, il y a ce type de questions qui se posent? Olivier et Arthur, vous avez des commentaires à faire? Non, Olivier. Non, mais sur Öcalan, c'est compliqué. Moi, de ce que je vois sur le terrain, ça n'a pas beaucoup changé depuis les années 80, 90, 2000, 2010. On est en 2023 et en fait, Öcalan est toujours une figure extrêmement importante. J'ai vu que il y avait eu des nouvelles mobilisations encore pour sa libération, etc. Il y a quelques temps. Donc non, c'est toujours une personnalité centrale. Alors une personnalité centrale qui a peu de pouvoir aujourd'hui, hein, mais
qui permet de légitimer aussi les discours. Parce que quand on dit, voilà, moi je suis à Podjou, je suis dans le discours de Jalan, ça permet voilà, de gagner en légitimité. Maintenant, c'est vrai que je suis pas sûr que ce soit, enfin, c'est un personnage symbolique très important. Je suis pas sûr que ce soit un personnage qui puisse redevenir un personnage politique important. Je pense qu'il sera jamais libéré. Je pense que, enfin, sauf si, parce que s'il meurt en prison, ça peut être compliqué quand même. Je sais pas trop ce qui peut se passer, mais voilà. Et puis sur les dissensions internes au parti, alors il y a toujours eu effectivement des dissensions. Alors, ça dépend si on parle du parti PKK uniquement, si on parle de toute la mouvance PKK. Parce que le PKK, c'est un parti, mais c'est aussi une mouvance. Une mouvance, c'est-à-dire le parti pro-kurde légal, c'est pas le PKK, mais ça fait partie de la mouvance PKK. Donc là, il y a toujours eu effectivement des dissensions, voilà, et puis aussi des liens de coopération entre les deux. Donc est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait plus de conflictualité interne? Je sais pas trop. J'en ai pas entendu parler, moi. Non, disons qu'il y a eu dans le nord-est syrien sans doute aussi effectivement des discussions sur les différentes options. Est-ce qu'on reste avec les Amerlocs? Est-ce que on prend notre indépendance? Est-ce que le PYD pourrait pas voilà, agir sans le PKK, etc. Il y a une conflictualité, on fait toujours, mais ça déborde jamais. Il y a vraiment une gestion Ouais, de cette c'est vrai. conflictualité. Disons qu'on est dans des périodes où il y a de la discipline interne qui peut être très dure, mais il n'y a pas de scission, il n'y a pas de tentative de monter un parti alternatif. On n'a rien vu dans ce sens-là. Voilà, je pense que après qu'il y ait de la discipline interne, les gens soient disciplinés, des cadres, oui. Mais ça, je pense que c'est plus l'origine. Mais le problème, c'est plutôt un problème de. C'est pas les partis kurdes qui décideront du destin des régions kurdes, en fait. Le problème, c'est les options stratégiques qui se proposent à eux. On l'a vu, les grandes ruptures dans le système international depuis les années 90 ont permis l'émergence de ces régions kurdes. Là, actuellement, le mouvement kurde en Syrie, ils pensaient qu'ils pouvaient faire un deal avec le régime syrien, ça n'a pas marché. Actuellement, c'est plus une option pour eux, et ils l'ont compris. Ils pensaient qu'à un moment, les Russes pouvaient les aider jusqu'en 2020. En fait, ils sont aperçus que les Russes essayaient de les vendre aux Turcs en échangeant, parce que les Russes, ce qu'ils veulent faire, c'est réhabiliter Bachar al-Assad. Et donc, l'idée d'un deal entre Bachar et Erdogan, c'était de vendre les Kurdes, etc. Et puis, en fait, maintenant, la seule option, évidemment, les milices pro-iraniennes qui se déploient le long de l'Euphrate au sud du Rojava, ils les voient d'un mauvais œil. En plus, elles s'infiltrent dans le Rojava à travers tout ce qui est trafic de stupéfiants, etc. Ça devient de plus en plus un vrai problème qu'ils ont de plus en plus de mal à endiguer. Et donc, au final, les options qui leur restent, il n'y en a pas beaucoup. C'est s'allier sur les pays occidentaux en espérant que cela leur accorde leur protection le plus longtemps possible. Et derrière ça, évidemment, l'option militaire, la confrontation militaire, ne fonctionne absolument pas et n'apportera jamais rien comme solution politique. Le seul moment, à mon avis, mais j'aimerais savoir si vous êtes d'accord, où le PKK a eu vraiment une option, c'était en 2011, c'était se ranger du côté de la révolution, se ranger du côté de Damas. Ils ont choisi Damas, ça a été un des éléments qui a entraîné la chute d'Alep. Passage de relais sur Afrin, etc. Voilà, à mon avis, mais je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais on peut dire que c'est le moment où il y avait vraiment une possibilité de basculer d'un côté ou de l'autre. Moi, ça me paraît assez ouvert à ce moment-là, et ça aurait peut-être entraîné d'ailleurs la chute de Bachar. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je sais pas. Pas complètement, mais parce qu'on n'est pas d'accord, je crois, sur tous les deux, sur le degré de soutien à Bachar en 2011, en 2011-2012, enfin avant 2014. Il y a eu aussi des villes qui se sont soulevées contre Bachar en 2011 au Kurdistan syrien. Donc on a eu aussi, c'est en 2012 quand le régime dit, nous on dit toujours, le régime a filé les clés du Rojava au PKK. Bon, ça c'est vrai en partie, mais c'est vrai que en partie, je crois. On a eu aussi en fait des gens qui ont éjecté Bachar de certaines villes et de certains quartiers. Et donc là, c'est là que j'aurais une analyse un peu plus
complexe que de dire, en fait, voilà, c'est oui. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Je suis pas sûr que ça change. Je suis pas sûr que ça change à l'intérieur de mon argument, parce que le problème n'est pas tant de savoir comment ils ont eu les clés de la maison. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils décidaient de faire après. C'est-à-dire que ils avaient tout à fait le choix, contrôlant Afrin, etc. Il faut toujours faire un deal avec Damas, pourquoi pas. Mais ils avaient tout à fait le choix ensuite de laisser circuler les mouvements anti-Bachar, les mouvements insurrectionnels. Ils avaient le choix de pas bloquer l'approvisionnement sur Alep. Ils avaient le choix, en fait, de plutôt chercher à libérer l'ensemble du Nord, de trouver une cohabitation avec les Katibas, y compris kurdes d'ailleurs, hein, qui se battaient contre le régime, parce qu'il y a beaucoup de Kurdes qui voulaient se battre contre le régime. Il faut oublier que ça aussi, c'est une dimension sur laquelle il faut insister. De mon point de vue, mais sous le contrôle d'Arthur, une majorité des Kurdes syriens étaient anti-Bachar et ont rejoint de façon absolument non négligeable les mouvements anti-Bachar. Hein. Donc il n'y a pas de, c'est plus complexe que ça. Là pour le coup, c'est moi qui plaide la complexité. Ce que je veux dire, c'est que la vraie décision, c'était de faire alliance avec Damas de façon tactique, hein, ou alors de chercher à renverser Damas parce que ça ouvrait un espace démocratique. Et là, ils ont fait un choix. C'est vrai. Ils ont fait un choix qui est peut-être pas le plus malin parce que quand vous avez l'occasion au Moyen-Orient de faire tomber un régime aussi totalitaire, je pense que c'est pas idiot de saisir l'occasion. Voilà.